Rejoignez dès à présent la grande famille des abonnés de votre chaîne Sika TV sur les réseaux sociaux. Sika TV, le vrai visage de l'actualité en Afrique, est en direct et en replay sur YouTube. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater. Nous sommes également présents sur Facebook et sur Twitter. C'est une sortie qui donne au moins la position de la transition actuelle au Mali. Choguel Maïga, Premier ministre de transition, a dévoilé son agenda face aux diplomates accrédités à Bamako, demande de l'aide internationale face aux crises qui secouent le pays, point de l'état de la nation, mais aussi et surtout le processus électoral. À cet effet, la priorité de son gouvernement est d'abord l'organisation des assises nationales. Il ne faut pas d'une transition bâclée, a-t-il notamment déclaré lors de la rencontre. De quel type d'assises nationales parle-t-on? Quel impact sur l'agenda librement consenti avec la CEDEAO? Quel délai d'exécution et quel calendrier électoral? Quelles issues possibles à cet agenda du Premier ministre dans un climat où les attaques sont toujours d'actualité? Mali, priorité aux assises nationales pour Choguel Maïga. Le Premier ministre en marge de l'agenda convenu avec la CEDEAO, c'est la question trame de ce plateau débat. Bonjour à chacun, bonjour à tous. Avec nous pour en parler, Hilaire Kofiya, bonjour. Bonjour, monsieur Joannès. Vous êtes juriste, également analyste politique. Face à vous, Souleymane Hamzat, bonjour. Bonjour, oui. Vous êtes consultant en problématique du terrorisme, spécialiste des questions de protection et de sécurité. Souleymane Hamzat, dans le climat, on va dire, sociopolitique et sécuritaire actuel, dans quel contexte peut-on situer cette sortie de Choguel Kokana Maïga? Je pense, comme on a vu, que cette sortie devait être plutôt placée dans une vision de recadrement de la transition. Recadrement de la transition parce qu'on a perdu presque 9 mois sous l'ancien président Bandao, l'ancien dirigeant de la transition, j'allais dire Bandao. On a perdu 9 mois. Il n'y a eu que du surplace. Il n'y a rien qui a évolué. Il n'y a eu aucun amendement qui a été fait par rapport à une feuille de route. En tout cas, la feuille de route qui devait conduire cette transition-là et qui devait déboucher sur des élections dites démocratiques et présidentielles. Donc, il y a eu du surplace pendant 9 mois, presque. Et durant ces 9 mois, vous avez constaté qu'au lieu de s'occuper de la charte de la transition, il y en avait beaucoup qui plutôt lorgnaient du côté de Paris pour trouver les voies et moyens par lesquels se pérenniser au pouvoir et se faire réélire si élection il y avait éventuellement. Je pense qu'il ne faut pas se précipiter. J'ai souvent dit que les bonnes œuvres se font dans le calme, dans la sérénité et surtout dans le silence. Et je pense que les autorités actuelles du Mali devaient en prendre compte. Voilà le Premier ministre de transition donc, qui sort officiellement pour, on va dire, donner sa position par rapport au calendrier. Il restait environ 6 mois pour aller à des élections dites libres, transparentes et crédibles. Mais le Premier ministre choisit de dévoiler son agenda personnel, je dirais, ou l'agenda du régime actuel qui donc entend aller à des assises nationales, aller de bouche à oreille, aller dans les régions, mobiliser et revenir maintenant à une sorte de conférence nationale ou des forces vives. Tout cela va prendre forcément beaucoup de temps. Non, quelle a été la mission affectée à la transition dès le départ? Il était question pour les hommes de la transition d'organiser les élections et de restituer le pouvoir aux civils pour que la République puisse enfin respirer. Et ça me fait penser à Stéphane Terry, qui disait déjà, il y a longtemps, qu'en politique, le devoir de faire d'œuvrer
l'emporter sur le devoir de dire. Nous nous sommes convenus qu'au bout de 18 mois, nous allons réussir une transition. Et on se comporte aujourd'hui comme si la fonction de la transition, c'est de gouverner. On ne gouverne pas encore. Donc, par conséquent, il est inopportun de se pencher sur des réformes institutionnelles et politiques. Parce que le peuple malien a soif, mais il a plutôt soif de sécurité et de justice, mais pas de réforme. Ceux qui viendront après les 18 mois auront les coups de France pour organiser les élections en priorisant les réformes institutionnelles, les réformes constitutionnelles, en allant écouter les uns et les autres, les partis politiques. La preuve, les deux partis ténors d'opposition s'opposent déjà à la participation de cette assise. Et que recherchons-nous en faisant un coup d'État militaire? On veut un changement. Et on veut un changement qui appelle la paix. La paix va avec le développement. Et il n'y a pas de développement sans la paix. Et vous venez, et déjà, tôt le matin, par vos actes, par vos comportements, par vos agissements ou par vos dits, vous êtes en train déjà de tordre le cou à cette paix espérée de votre part par le peuple à travers ou par le truchement de ce coup d'État. Moi, j'estime que il faut respecter le calendrier électoral, il faut respecter les règles définies dès le départ et il faut arrêter de mentir. Il faut arrêter de mentir. Parce que pour mentir en politique, les mots, les stratégies ne manquent pas. Parce que aller jusqu'à dire qu'il faut passer par toutes ces réformes pour repositionner le Mali dans une dynamique vertueuse, cela suppose que le Mali d'antan avait perdu ses lettres de noblesse. Donc, le délai de la transition appelle un certain nombre de priorités. La priorité, c'est organiser les élections pour assurer au peuple aussi bien la sécurité et la justice. Alors, Souleymane Hamzat, qu'est-ce qui justifie cette sortie devant les diplomates étrangers? On a l'impression que Choguel Maïga a besoin de consensus et de soutien, notamment de la communauté internationale, pour dérouler cet agenda-là. C'est le sentiment que vous avez? Pas du tout. Pas du tout. Parce que je pense que le consensus devrait plutôt être endogène. Il faut chercher un consensus endogène avant de le porter à l'échelle internationale. Le problème, il est malien. C'est aux Maliens de décider de ce qu'ils voudraient qu'il advienne de leur pays. Il ne revient pas à la communauté internationale, n'est-ce pas, d'imposer un calendrier au Mali. Et puis mieux, au nom de quoi? Et à quel titre impose-t-on une élection au Mali? Est-ce que les élections sont-elles, disons, solution au règlement des conflits? Non. Et le Mali est empêtré dans un conflit qui dure depuis 8 ans, avec une invasion inacceptable et inadmissible de plusieurs forces étrangères. Et je pense que le problème prioritaire pour les Maliens, c'est plutôt de régler les problèmes liés à la sécurité et à la quiétude nationale. Je vous ai souvent dit, quand il n'y a pas de paix, il n'y a pas de quiétude, il n'y a pas de démocratie. Donc, mieux, on ne pourrait pas faire des élections dans un pays qui est déchiré. Il n'y a que la France qui nous impose, et la France est appuyée par la communauté internationale qui nous impose ce type de dictat. Quand votre maison brûle, vous ne cherchez pas à ranger les fauteuils, ni les matelas. Vous évacuez, vous éteignez le feu et ensuite vous réintégrez pour remettre de l'ordre. Ce que devaient faire actuellement les autorités maliennes. Je pense à mon avis que de mon point de vue, le colonel Assimi Goïta et ses compagnons feraient mieux déjà de chercher à régler le problème sécuritaire. Et c'est ce qui, je pense, est en train de se faire en ce moment avec les derniers accords qui ont été signés entre la Russie et le Mali sur le plan militaire. Je pense que la France aussi ne voit pas de ce bon oeil, n'est-ce pas, cet accord-là qui a été signé parce que cela est un peu lié au groupe Wagner que vous connaissez et qui a remis la Centrafrique sur les rails. Donc, je pense que les autorités maliennes doivent prendre le taureau par les cornes, régler les problèmes prioritaires qui sont des problèmes de quiétude nationale
que d'aller vers des élections qui, du jour au lendemain, pourraient être contestées. Donc, rompre les accords signés, de commun accord avec la CEDEAO et faire une transition à la malienne, écouter les Maliens, associer les Maliens et oublier un peu la communauté internationale. Il semble du moins que Choguel Maïga soit en train de vouloir une paix des braves, tout au moins avec les chancelleries internationales, puisqu'il parle devant des diplomates accrédités à Bamako, donc des personnalités censées faire des rapports ou tenir les chancelleries internationales informées de ce qui se passe au Mali pour se positionner. Choisir d'échanger avec les diplomates ou la communauté internationale, c'est appeler leur soutien de tous leurs voeux. C'est appeler les soutiens, c'est les avoir avec soi. Un soutien sincère ou tout au moins politique? Non, un soutien tout à fait politique. Parce que l'on sent le besoin d'aller au-delà du calendrier électoral retenu en amont. Et donc, pour avoir les coups de franche et pour pouvoir exécuter son plan, leur plan, et ils sont en train d'attirer la communauté internationale avec eux. C'est ce qui justifie fondamentalement cette sortie. Alors que la priorité serait de baliser le terrain en réglant le problème sécuritaire pour pouvoir faciliter l'organisation des élections dans le temps. Je ne suis pas d'accord avec mon interlocuteur qui pense que organiser les élections relève d'un dictat et de la France. Et qu'une période de transition n'est pas un mandat. Et le mandat est de 5 ans. Et si l'on veut être sincère, ou si l'on veut poser des actes sincères, et si l'on veut associer le peuple à cette ambition de changer les donnes, 18 mois sur 5 ans pour régler le problème sécuritaire et asseoir une base électorale pour passer la main aux civils me semble fondamentalement être approprié à la situation pour éviter une tentation ou une tentative ou une envie ou un désir de s'éterniser ou de rester. Vous voyez déjà, ils avaient pensé la question de la prorogation de délai de transition. Non, on est en période de transition, et tabler sur les réformes, tabler sur les changements, se comporter comme si on veut fabriquer une autre république, et ça inquiète. Et ce sont les faiblesses, les faiblesses soulevées par les coups d'État, parce qu'on a affaire à des militaires. Et l'espoir de ce push-là commence par être frustré par ses sorties et par ses propos bien choisis pour justifier la nécessité de proroger la transition. C'est laisser la voie libre aux autres États qui seront appelés à copier, à pasticher de façon de façon inutile cette pratique. C'est une pratique que l'on veut ériger. Et le respect du tempo, dans nos républiques là n'est pas d'actualité. Voyez-vous, donc moi, pour ma part, je trouve que les acteurs de la transition feront preuve d'honnêteté, d'efficacité et de vérité s'ils faisaient tout pour rester dans le timing qui a été réparti. Et que, au lieu de vouloir porter la priorité sur les réformes, qu'est-ce que les tests constitutionnels en l'espèce ont prévu? Tout a été mis en parenthèse. On rappelle qu'il y a eu une constituante qui a été donc mise sur pied et dirigée par un colonel qui doit réunir les forces vives. C'est déjà constitué pour parler, écrire de nouveaux textes pour le pays. On sait qu'il y a la transition telle que obtenue au début, qui a balbutié. Il y a eu un second coup d'État. On sait que Bandao est parti. Aujourd'hui, il y a Assimi Goïta, jadis vice-président, qui siège aujourd'hui en tant que président et qui a prêté serment sur les tests au Mali. On sait donc que l'agenda aujourd'hui est en train de changer, sinon en train de glisser. Sous le même acte, le glissement est déjà là. Et qu'est-ce que Choguel Maïga entend par organiser des assises nationales? Il parle de rencontres à la base, il parle de commencer de quelques semaines avant une grande réunion de toutes les forces vives, mais les grandes, on va dire les pontes de l'opposition n'en veulent pas de ces assises-là. La réponse est claire: organiser les élections
transmettez le pouvoir, c'est votre agenda. Je voudrais, avant de chuter sur les assises nationales, revenir à ce qu'a dit mon co-débatteur précédemment, à savoir que, bon, une transition, c'est pas gouverner. Non, je pense que quand on prend la charge de l'État, d'une manière ou d'une autre, par une élection ou par un coup d'État, vous vous retrouvez contraint d'administrer un pays. Administrer aussi, c'est gouverner. C'est trouver les voies et moyens par lesquels ramener l'État dans un consensus sur le droit chemin. Et je pense qu'il y a, comme je l'ai dit à l'entame de cette émission, il y a eu tergiversation pendant 9 mois. 9 mois durant lesquels celui qui avait la charge de l'État à l'époque, je veux citer le colonel Bandao, devait faire exécuter une certaine charte, la charte qui devait conduire cette transition. Mais il s'est complètement écarté de la charte, ce qui a provoqué, et je le rappelle à mon co-débatteur, ce qu'on a appelé le deuxième putsch. Mais partant de ce deuxième putsch, le temps, les 9 mois passés, sur lesquels les 9 mois sur lesquels du moins il a tergiversé, ces 9 mois-là, il se rattrape comment? Je pose la question. D'autre part, je pense, à mon avis, que l'équipe actuelle, je l'ai dit et je me répète, devrait normalement se préoccuper des questions liées à la sécurité. Je suis sûr que les Maliens qui aujourd'hui ont tendance à croire qu'il ne faut pas prolonger cette transition-là, il faut aller aux élections. S'il arrivait que le camp perde, c'est les mêmes qui vont se jeter dans la rue demain pour vous dire que cette élection-là est bâclée, qu'elle n'a pas été consensuelle. Du fait que les Maliens de Kidal, par exemple, n'aient pas voté, ou des Maliens d'une autre région. Donc, dans ce cadre-là, et pour venir vers ces assises nationales, je pense qu'il y a une concertation large de toutes les forces s'impose. Et cela ne se fait pas d'un bureau. Il faut bien aller au contact des populations, n'est-ce pas, pour être un peu plus pragmatique, aller au contact des populations, discuter, échanger, se mettre même au contact de certaines réalités que la gouvernance actuelle n'a pas, n'est-ce pas? Tant que vous n'approchez pas votre peuple, vous ne pouvez pas savoir quels sont ses déboires, ses difficultés et les solutions à mettre en marche pour que le peuple soit satisfait. Donc, il s'impose au Premier ministre Choguel Maïga, n'est-ce pas, d'aller au contact des populations, recouvrer un certain consensus, ne serait-ce que moral, n'est-ce pas, qui peut conduire vers des assises. Refuser d'aller à des assises, par exemple, c'est se mettre dos à la nation, à mon avis. Et je pense que tous les Maliens doivent se mettre ensemble, n'est-ce pas, pour converger de manière consensuelle, ne serait-ce qu'à mettre le Mali sur les rails, en adoptant, n'est-ce pas, une nouvelle charte. Il y a une charte qui viendra, n'est-ce pas, corroborer une certaine avancée vers les élections à tous les niveaux de la vie socio-politique, culturelle et culturelle du pays. Sur le même stade, je reste avec vous. N'y a-t-il pas le risque que ça s'enlise? Selon vous, quand on parle d'assises nationales, on sait que le Mali en a connu beaucoup. On sait qu'il y a eu des accords, notamment sous l'égide de l'Algérie. On sait qu'il y a eu encore des assises récemment sous l'ancien président Ibeka. On parle aujourd'hui d'assises encore. Je rappelle que Choguel Maïga n'est pas un militaire, c'est un civil et c'est un homme politique assez, on va dire, assez bien moulé dans le jeu politique et dans les sphères de pouvoir au Mali. Est-ce qu'il n'y a pas un risque que nous allions vers 5 ans, pourquoi pas 5 ans de transition? Est-ce que ce ne serait pas trop, à votre avis? La durée de transition sera certainement délimitée, c'est-à-dire délimitée par ce consensus auquel le Premier ministre Choguel Maïga fait appel, à mon avis. Et cela se fera qu'avec les Maliens. Je pense, à mon avis aussi, qu'il ne revient pas à la communauté internationale, n'est-ce pas, de délimiter comme ça s'est vu ailleurs, où on est tombé dans une pagaille totale, où l'État est tombé dans une déliquescence. Mais je voudrais
symboliquement rappeler ceci. Le Mali reste un autre scandale géologique, hein, à tout point de vue, à tout égard. Et que ce n'est pas les élections, n'est-ce pas, qui vont garantir une certaine sérénité, une certaine sécurité dans le pays. Les élections aujourd'hui ne stipulent pas que le MNLA, Al-Qaïda, le Moujao, le Niger, tout ça là vont baisser les armes. Et qu'est-ce qui vous prouve même qu'ils vont baisser, qui vont participer à ces élections? Allons de manière responsable et cohérente. Je pense qu'un État qui est en difficulté doit d'abord penser à ramener le calme. Ensuite, mettre une feuille de route, et c'est dans ce cadre-là que se lancent les autorités actuelles du Mali, mettre une feuille de route sur pied qui puisse permettre, n'est-ce pas, la faisabilité de ces élections-là. On ne va pas aux élections quand on est en guerre. À moins d'avoir un appui assez favorable et d'avoir les coups de franche, étant sûr qu'on pourrait gagner cette guerre-là. Et ce n'est pas le cas du Mali à l'heure actuelle. Je pense que les 24-48 heures passées sont en train de nous réorienter sur le plan militaire vers une sécurisation et une harmonisation des forces au niveau du Mali. Il ne faut pas oublier, hein, nous assistons aussi à un conflit. Parlant de géopolitique, un conflit qui est lié au sous-sol malien, c'est de ça qu'il s'agit en réalité. Il ne s'agit pas de politique ou de parti politique ou de démocratie. Tout ça. La démocratie, les Occidentaux qui sont là-bas n'en ont rien à foutre. Ils pensent plutôt au sous-sol, aux produits qui sont dans le sous-sol et aux pantins qui mettront au pouvoir là-bas. Donc les autorités du Mali ont plutôt, je vais dire, ils devaient plutôt acter, n'est-ce pas, leur vision sur la sécurisation du territoire, sur leur propre sécurité, parce qu'on reçoit de plus en plus de menaces. Il y a beaucoup de menaces qui viennent je ne cite pas les noms, mais il en a été déjà une tentative, il en a fait l'objet d'une tentative déjà d'assassinat. Donc je pense qu'il devait veiller à sa propre sécurité et à la sécurité de ses proches. Auquel cas, là, on peut dire que ça peut vaciller. Je pense que c'est sur le plan militaire qu'il faut s'attendre à ce genre de surprise. Mais je pense aussi que les autorités maliennes actuelles sont assez aguerries. Hein, elles savent là où elles vont et elles ont l'assentiment du peuple. Et il faut reconnaître pour chuter que dans une organisation, tout le monde n'est jamais d'accord. Même dans le royaume des cieux, là-bas, Satan aussi s'est fait son petit groupe à côté. Et de temps en temps donne des coups de poing. Voilà qui est clair. Avec vous, Hilaire Kofi-Dia, je voudrais peut-être rappeler que le Mali, c'est un État où quasiment les 2/3 de la population n'ont pas pu voter aux dernières élections. C'est dans ce contexte-là qu'il y a donc eu un soulèvement populaire qui avait estimé que les élections avaient été bâclées et même que des postes qui auraient dû être attribués à des personnes ont été attribués à d'autres proches de l'ancien président Ibeka. Le chef de file de l'opposition d'alors était détenu par des terroristes. On a continué le processus électoral alors qu'il avait été enlevé en plein meeting et en plein processus électoral. C'était un État en déliquescence totale qui avait donc été récupéré après le mouvement populaire et l'intervention de l'armée malienne. Aujourd'hui, la situation sécuritaire semble clairement ne pas avoir été réglée. Pourquoi devrait-on ou pourquoi ne devrait-on pas négocier un prolongement raisonnable de la transition avec toutes les parties maliennes et pourquoi pas de la CEDEAO ou de la communauté internationale y compris, afin qu'on puisse proroger le délai et assainir un peu le cadre sécuritaire avant d'aller aux élections? Peut-on raisonnablement, parlons réel politique, dans les 6 prochains mois, organiser des élections saines, transparentes et crédibles dans le Mali actuel? La droiture est la meilleure politique. Ce ne sont pas les vœux chantés par Hamzat qui vont sauver le peuple malien. Hein? Et j'ai comme l'impression que les 2 coups d'État militaires d'août 2020 et de mai 2021 n'ont pas servi de miroir. Puisque le postulat de départ est tout à fait simple. Rendre le pouvoir aux civils et organiser les élections en février 2022. Je m'y accroche. Arrêtez de prendre le peuple comme un bal masqué.
et où on estime que c'est en allant à sa rencontre qu'on va régler les problèmes fondamentalement sécuritaires. En 6 mois, si on faisait preuve d'une volonté politique sans faille, en 6 mois, on aurait pu inviter les djihadistes ou les groupes armés. Puisque le régime a estimé qu'il pouvait négocier avec ceux qui voulaient le faire. De plus que c'est des soldats, eux aussi c'est des militaires. Ils auraient pu les faire asseoir sur une table, échanger avec eux, parce que ce que l'on appelle aujourd'hui terroristes djihadistes, c'est des Maliens qui sont fâchés contre la gouvernance. Donc, c'est d'abord eux, avec eux, il fallait échanger en 6 mois. Maintenant, prendre les 6 mois suivants, pour régler les questions relatives aux réformes et autres là. Maintenant, prendre les 6 mois à venir pour organiser les élections et rendre le pouvoir aux civils. Il faut arrêter de distraire le monde. Il faut arrêter de prendre l'habitude de troubler ce qui est paisible. Quitte à non mauvais. Il faut pas perturber ce qui est paisible. Vous êtes venu pour dire que vous voulez pacifier les choses, et déjà parce que le pouvoir a ses exigences tordues, vous commencez par utiliser les mots ou trouver des arguments fallacieux pour justifier qu'il faille faire ci, il faille faire ça, il fait ça. Ce sont ces genres d'agissements qui créent des frustrations. Ils sont venus pour un délai qui a été déterminé dès le départ. Respectons-le et montons, affichons notre bonne foi au peuple. C'est fondamental, c'est principal. Et lorsque je dis que les 2 coups d'État militaires ne leur ont pas servi, c'est parce qu'ils n'ont pas retenu comme leçon que toute carrière politique, si triomphale soit-elle, a ses éclipses. Je dis bien à ces éclipses. Donc, à vouloir proroger la transition, vous allez créer encore des mécontents, déjà créés d'ailleurs, parce que si vous voulez faire une assise, et au cours de l'assise, on vous dit les deux ténors des partis politiques d'opposition ne participent pas à l'assise, ça vous dit que ce sont vos agissements qui ont créé une exclusion encore du peuple malien. Donc, il souffrait que je vous dise que je ne partage. Je respecte le point de vue de mon interlocuteur, mais je ne le partage pas. Parce que il est plus aisé de faire bien en peu de temps que de faire bien en beaucoup de temps. Ça, le risque du glissement. Le glissement est un terme à la mode actuellement sur le Mnamjat. Oui, et ce glissement crée forcément des mécontentements. Dans nombre de pays de la région, est-ce que, selon vous, les militaires sur le Mnamjat, c'est peut-être la dernière question pour évoluer dans cette émission, sont sincères? Est-ce qu'il n'y a pas un risque effectif de capture du pouvoir d'État par le colonel Assimi Goïta et ses hommes? Je veux être franc et sincère. Je mettrai un peu à la place du colonel Goïta. Quand vous faites un coup d'État, vous allez chercher un ennemi pour lui confier, n'est-ce pas, la direction du pays. En lui faisant confiance, et en estimant qu'il peut conduire une transition. Quand celui-là, au-delà de toute considération, nage dans une autre lagune qui n'est pas la sienne, qui se fait déposer au bout de 9 mois. Vous pensez que les 9 mois durant lesquels il a tergiversé, et les 9 mois durant lesquels il aurait dû mettre la feuille de route qui est actuellement mise en place par Choguel Maïga, on serait là à parler de prolongation de transition? Je ne pense pas. La responsabilité est prise à qui? Je ne le pense pas. La responsabilité n'est-elle pas du colonel Assimi Goïta? N'est-ce pas sa responsabilité? N'est-ce pas lui qui doit porter ce fauteuil, ce chapeau-là? Ce n'est pas donc lui qui a failli laisser tergiverser puisqu'il a fait confiance à quelqu'un qui visiblement... Je suis entièrement d'accord avec vous. Et je vous l'ai dit sur le plateau lors de l'émission. Je vous l'ai dit, moi, je ne fais pas un coup d'État pour aller confier le fauteuil à quelqu'un d'autre. Au moment où la CEDEAO, qui n'a que rien à foutre du Mali, était là à les faire tergiverser, à les faire tourner en rond de sommet en sommet, ils auraient dû s'asseoir pour accoucher cette charte-là, cette feuille de route-là qui devait les conduire vers une élection. Donc moi, je pense, et je suis quadrillé dessus, je le dis aux autorités maliennes, s'il est tel que
le Mali a besoin de prolonger cette transition-là pour arriver à une quiétude, c'est-à-dire mettre sur pied un calendrier qui pousse vers l'organisation de ces élections. C'est aux Maliens d'en décider. Ce n'est pas la communauté internationale ni à la CEDEAO d'en décider. Et je suis très surpris par la méthodologie théorique, je dis bien théorique, de mon co-débatteur, qui trouve qu'en 6 mois, on peut réorganiser un fichier électoral, et qu'en 6 mois, on peut faire ceci, et qu'en 6 mois, on peut faire cela. Écoutez, un État, ce n'est pas ce que vous, à mon avis, ce n'est pas ce que vous pensez. Hein. Ce n'est pas ce que vous pensez. Il y a des intrigues au niveau intérieur. C'est-à-dire que, du point de vue endogène, il y a des réalités sociopolitiques, n'est-ce pas, et économiques du pays. Le Mali a-t-il les moyens, les moyens financiers d'organiser une élection aujourd'hui? Non, le Mali ne les a pas. Le Mali a-t-il un fichier électoral crédible? Non, il ne les a pas. Le Mali a-t-il la sécurité nécessaire au niveau aussi bien national qu'international? Parce que toutes les forces qui attaquent le Mali aujourd'hui, contrairement à ce que dit mon co-débatteur, ne sont pas que maliennes. Il y en a beaucoup qui sont venus de on ne sait pas où. Est-ce que le Mali a ce niveau de sécurité-là qui lui permet d'organiser ces élections? Non, elle ne l'a pas. La République malienne ne l'a pas. Donc, par conséquent, il faut faire attention à se mettre des calendriers théoriques, pensant que les choses peuvent se régler comme par un coup de baguette magique. Il faut aller de manière pragmatique et il faut arrêter de tomber dans des travers comme celui qui n'a pas permis au Mali d'avoir une charte bien définie au départ avec une feuille de route bien définie qui puisse permettre d'aller aux élections. Qu'on arrête de tergiverser et certains appellent lancer de facto, et ce n'est pas le cas de l'émission, aux autorités guinéennes. Il ne faut pas perdre le temps, il faut faire les choses dans les règles de l'ordre, dans les règles de l'art, pardon, et aller droit au but. Si aujourd'hui le Mali doit aller aux élections, je vous assure, tout ça va être un chaos total. Il y a effectivement le risque de chaos. On a l'impression que les 18 mois, donc conclus, ont été, on va le dire, quelque peu forcés par la CEDEAO, qui tenait quelque peu en laisse les militaires, qui les avait effectivement fait voyager beaucoup, tantôt au Ghana, ailleurs aussi, pour parler, avoir un consensus. On a l'impression qu'on leur a imposé un agenda et qu'aujourd'hui, ils ont, on va dire, renforcé suffisamment leur autorité au Mali pour s'affranchir de cet agenda-là de la communauté internationale et dérouler leur propre agenda, quitte à traîner un peu plus dans le temps. C'est le sentiment que vous avez, Hilaire Kofi Dia. Gouverner, c'est prévoir. Et choisir de faire un coup d'État suppose prévoir. C'est ce que l'on est censé venir faire. Donc il faut arrêter avec des arguments fallacieux ou de tenir des discours tels que Hamzat le fait là, et pour justifier un glissement, une prolongation. Un tel discours ne fait qu'attiser la haine et une certaine révolte et créer encore d'autres tensions à l'interne. Ça a déjà commencé. Parce que, regardez, un an après la chute du BK, les Maliens aujourd'hui restent dubitatifs. Il reste dubitatif. À quoi a servi au final le coup d'État? C'est ce qu'on s'est dit déjà dans les rues. C'est ce qu'on rumine déjà en silence. Alors que s'ils avaient été pragmatiques, s'ils avaient fait preuve de volonté et non de volonté, on n'en serait pas là. Ils sont en train d'instaurer un climat de méfiance au lieu d'un climat de confiance. Ils n'avaient pas besoin d'aller faire tous ces va-et-vient là avant de pouvoir mettre sur pied le calendrier électoral retenu dès le départ. Pourquoi a-t-on gaspillé le temps? J'ai dit tout à l'heure que la priorité devrait aller à la rencontre, échanger, dialoguer avec les protagonistes qui n'ont pas su voter pendant le règne d'Ibeka et qui sont en train de réclamer et à créer un certain nombre de prérogatives. Et vous estimez que pour ça, il faut du temps et du temps et du temps. Nous ne sommes pas maîtres du temps. Nous ne sommes pas maîtres du temps, nous sommes confinés dans un temps. Comment une transition, une période de transition peut faire quasiment la moitié déjà d'un mandat? Après, vous direz que puisqu'ils ils ont déjà fait la moitié du mandat, mais pourquoi ne pas les laisser finir? Non. Le glissement n'appelle jamais la paix. Je vous ai dit, pas de développement
sans paix et pas de paix sans développement. Et à quoi servirait? Ma théorie semble être théorique, mes propos semblent être théoriques, mais il n'y a pas de pratique sans la théorie. Je suis désolé, M. Abzat. Pas de pratique sans la théorie. La réelle politique dont vous parlez, ça se comprend. Et avec une volonté affichée et déterminée, un homme politique a pouvoir de tout faire. Et l'homme politique doit faire du consensus. Ils auraient pu privilégier le consensus. Aller à la rencontre de ces groupes armés, échanger, discuter et trouver un terrain d'entente ou trouver à quoi s'accorder leur violon pour pouvoir évoluer. Et le temps qui leur est imparti est suffisamment intéressant, suffisant, permettez la tautologie, pour atteindre l'objectif de départ escompté. Dans toute une journée, toute une journée, ils en font quoi? Elle dit, vous pensez que c'est fort aller à la rencontre? Vous étiez, le peuple était où? C'est maintenant que vous sentez l'utilité d'aller à la rencontre du peuple. C'est le peuple qui veut rédiger les textes. On trouve des mots, on trouve des arguments politiquement tordus, mais qui sont très à l'aise dans leur aise là pour pouvoir forcément à trouver quelque chose d'autre à ajouter. Voilà, et par ta servandation, la parole donnée n'est jamais respectée en politique et prendre du temps. Ok, d'accord. Donc pour Hamzat, lorsque votre enfant étudiant, il va à l'école, on lui donne 1 heure pour pondre un devoir, vous allez lui dire non, prends ton temps, mon fils, en 2 heures de temps, pond un très bon devoir. L'examinateur va lui accorder 1 heure supplémentaire. Non, on a dit que pour atteindre les objectifs politiquement corrects, il faut 18 mois. Restons dans le tempo. Quelles que soient les embûches qui viendront un peu perturber ça et là, on peut les rattraper. On peut accorder les choses pour les rattraper. Et ça, c'est faire preuve de bonne foi. C'est mettre le peuple malien à l'aise. Et c'est enlever le doute qui commence par habiter l'esprit du peuple malien. C'est accrocher l'admiration du peuple malien. C'est accrocher l'approbation du peuple malien que d'agir ainsi. Mais dès qu'il va avoir glissement, vous allez voir, vous créez d'autres foyers de tension. Qu'est-ce que le pouvoir d'extraordinaire? Les hommes sont passés et ont goûté au pouvoir. Le pouvoir, tout ce que le pouvoir d'extraordinaire et qu'il ne dit pas, c'est l'abus. Le pouvoir corrompt forcément. Et c'est ce type de corruption-là qui fait que, animés d'une bonne volonté au départ, dès qu'ils sont au pouvoir, ils commencent par faire preuve d'atermoiement, d'inflexion, et les mots sont bien choisis pour justifier ce que l'on veut faire ou ce qu'on est en train de rechercher, d'attendre. La CEDEAO joue un rôle de veilleur. Et la CEDEAO est du côté du peuple. Et quel type de pression? Non. Quel type de pression? Soyons sérieux dans ce débat. Non, de quel parce que lui, c'est pour... Merci de me laisser la police de débat. Finissez votre argumentaire. Donc, il veut faire preuve de... Il a dit ses propos à lui sont sérieux, mais les miens ne sont pas sérieux. Allez-y. Finissez votre argumentaire. Non, il m'a fait perdre le fil de mes idées. Et donc, comme je le disais, au lieu d'enclencher la procédure, une procédure qui puisse leur permettre d'apaiser les tensions et de satisfaire aux doléances des groupes armés et de privilégier la paix. Ils pensent qu'avec des réformes politiques et institutionnelles, ils peuvent obtenir la paix. On n'a pas vu des États qui ont touché à la Constitution, qui ont fait des réformes et autres, là, et que ces réformes finalement ont abouti encore à d'autres tensions. On a vu. C'est ça justement qu'il faut décourager. Merci. Voilà qui est clair. Souleymane Hamzat, vous vouliez réagir? Oui, je veux réagir parce que déjà il dit ne sont pas maîtres du temps. S'ils ne sont pas maîtres du temps, pourquoi ils se fixent un calendrier de 6 mois? Ça rime à quoi tout ça? C'est fallacieux de raisonner en ces termes. Franchement, je voudrais qu'on sorte de ce débat avec la compréhension de ce qu'on aurait pu apporter quelque chose aux téléspectateurs qui nous écoutent. La CEDEAO, ce n'est pas une institution des peuples. Je suis désolé. Je ne vais pas verser dans des exemples ici, sinon le débat va devenir un débat de la CEDEAO ici.
On voit comment cette institution-là, quand Cellou Dalein Diallo criait en Guinée, venez voir et venez nous aider à voir si le fichier électoral il est bon. Quand au Tchad, il y a eu le coup d'État, que l'Union africaine, à travers même ses institutions sous-régionales, la CEMAC, la SADC, la CEDEAO et autres, devaient donner leur point de vue. On a su quel était le point de vue de la CEDEAO. Quand il fallait aller déloger Yahya Jammeh en Gambie, on a vu comment la CEDEAO s'était comportée à l'époque. Quand il y a eu le premier coup d'État sous Bandao, on a vu ce que la CEDEAO a fait. Il y a eu un deuxième coup d'État, ils ont fait quoi? Rien du tout, que dalle. Cette CEDEAO-là, oubliez-la, elle n'est pas dans le game, elle est complètement à out. Et pour finir, je vous dis, pour finir sur les réponses, vous parlez de privilégier la paix. On privilège la paix par quel moyen? Par la mise en route des forces afin de mettre le pays en sécurité totale. Et cela, s'il n'y a pas de calendrier pour ça, s'il y avait un calendrier pour ça, la France, qui se targue de venir lutter contre le terrorisme dans le désert, a passé 8 ans, oui, bientôt 9 ans maintenant là. Elles sont en train de changer des formules de Barkhane, on ne sait pas à quoi, et ça continue. Soyons sérieux, soyons concrets. Il n'y a pas de calendrier pour remettre la sécurité de l'État sur pied. Il n'y a même pas de calendrier pour ça. Il faut mettre les forces en exergue. Et si on prend le cas de la Centrafrique comme exemple, le président Touadéra a décidé de reconquérir son territoire. Il n'y a pas eu de calendrier pour ça. À la mort du maréchal Déby Idriss Itno, le Tchad était attaqué. Il fallait remettre le Tchad en toute sécurité. Le Tchad dans son ensemble, du nord au sud. Il n'y a pas eu de calendrier pour ça. Ne venez pas me dire ici, à moins qu'il faut un calendrier pour organiser une transition. D'abord, au nom de quelle charte, au nom de quelle loi, au nom de quel règlement, et quel est n'est-ce pas, les lois qui régissent, n'est-ce pas, la durée d'une transition sur Terre. En ce qui concerne la politique, aucune loi n'autorise ce genre de choses. Donc, soyons concrets, allons de manière pragmatique. On a perdu 9 mois sous Bandao, à tergiverser. Il aurait dû essayer d'organiser, comme le fait le colonel Assimi Goïta et ses collègues aujourd'hui, il aurait dû organiser une transition, à faire accoucher d'abord une feuille de route. Nous sommes là, nous avons pris le pouvoir. Où est-ce que nous allons? Comment nous devons le faire? Avec qui et par quels moyens? Je viens de vous citer que le Mali n'a pas les moyens de faire une élection aujourd'hui. Il n'y a que la communauté internationale qui pourrait éventuellement, si elle veut, lui apporter les moyens financiers. Le code électoral, il n'existe pas, il est quasi inexistant. La constitution qui devait même, qui est la balise nationale, n'est-ce pas, la visée nationale même, par laquelle tout Malien peut se reconnaître, elle est inexistante. L'armée malienne, elle est complètement décousue. Alors, il y a du chemin à faire. Et ça ne se fait pas en 6 mois. Je ne suis pas en train de dire par là qu'il faut prolonger la transition sur, je ne sais pas, 2, 3, 4 ans. Il y a eu 9 mois de perdu. En 3, 4 mois, on a retrouvé un autre régime, c'est-à-dire à partir du coup d'État de Assimi Goïta et ses hommes qui sont venus avec une feuille de route, cette fois-ci, qu'ils aient l'écoute de la communauté internationale. Et en commençant celle de la CEDEAO qui n'est que là, tergiversée, ils prennent les avions, ils voyagent dans tous les sens, ils font chier le monde. Il faut qu'on arrête maintenant, il faut qu'on soit sérieux et arrêtez de nous dire que la CEDEAO est avec les peuples. Cette CEDEAO-là, c'est une CEDEAO des dirigeants. Elle n'a été jamais une CEDEAO des peuples. Et nous, il arrivera le moment où ils vont finir par se taire, où ils sont avec le peuple, où cette institution-là sera fermée. Et on en créera d'autres, ou d'autres qui seront parallèles à elle. Donc sachez que la voix des Maliens compte. C'est aux Maliens de régler leurs problèmes. Ce n'est pas à la communauté internationale, encore moins à la CEDEAO, de venir leur dire ce qu'il y a lieu de faire. Quel temps, Souleymane Hamzat, quel temps trouvez-vous raisonnable de donner actuellement à cette transition pour terminer? Donnez-nous juste un schéma. 2, 3, 4 ans, 5 ans, encore? Quel temps? À mon avis, les 9 mois perdus sur Bandao devaient être rajoutés pour continuer la transition
et la mener à bon terme. Je ne suis pas partisan d'avoir des transitions sur des années. Non, ce n'est pas mon avis. Mais il faut, et je le répète, régler le problème sécuritaire. Et il n'y a pas de transition dans ça. Faut oublier ça. On ne rentrera pas dans une transition en disant on va régler des problèmes sécuritaires. Le problème, c'est de mettre sur pied des assises nationales pour que tous les Maliens de toute obédience viennent dire ce qu'ils pensent de leur pays et comment régler le problème. Voilà qui est clair. Il en dégagera un consensus durant lequel il y aura un calendrier bien élaboré qui conduira à toutes les élections que nous connaissons, commençant par la présidentielle, les législatives, les municipales, les communales et tout ce qui s'ensuit. Mais je ne voudrais pas que sous un fallacieux précepte de la démocratie, on vienne nous accoucher ici que voilà, il faut un calendrier bien précis, il faut des mois bien précis. Quand on va à l'école, on vous donne une heure. L'école, c'est pas l'État. L'école, c'est pas l'État. D'accord? C'est l'école qui fait l'État. C'est l'école qui fait l'État. C'est pourtant l'école qui fait l'État. C'est l'école qui fait l'État. Personne n'a la science infuse. Les hommes sont faillis. Aujourd'hui, Assimi Goïta peut réussir si tel est que tout le peuple malien se mobilise derrière lui et il est à la recherche de ce consensus. Aidons-le à aller vers ce consensus, quitte à lui rajouter les 9 mois perdus par Bandaou. Voilà, donc des élections pour d'ici à fin 2022, selon le date qu'on vous aura compris. Comment le Premier ministre pourrait aujourd'hui, je dirais, et pourquoi pas des conseils pratiques au Premier ministre malien, Choguel Maïga, pour réussir à mobiliser, à mobiliser autour de son projet? Avant de chuter sur la question que vous me posez là, souffrez que souffrez que... Le temps est complètement épuisé. Oui. Il faut une éternité pour convaincre les groupes armés pour obtenir la sécurité pendant que la crise sociale persiste et que les avancées politiques sont lentes. Donc en politique, on peut prendre tout le temps qu'il faut pour obtenir des résultats finalement qui ne serviront à rien du tout. C'est prévoir. Le mot prévoir, c'est important. Et si la politique n'est pas une école, l'école a toujours fait. Si l'État n'est pas une école, l'école a toujours fait l'État. Ça, c'est clair. Et vous disiez tantôt? Je vous posais la question de savoir comment... Oui, il a commencé déjà en regroupant la communauté internationale et les bailleurs de fonds à la table et en leur dépliant leur calendrier à eux, et en avançant les arguments qui sous-tendent la nécessité de glisser. Il est en train de les éviter, autrement à les soutenir financièrement et à apporter de leur sel de grain pour que l'objectif final soit atteint. Voilà, donc c'est le premier pas, c'est d'échanger avec les autorités extérieures, il a fait. Maintenant, la deuxième étape, c'est échanger avec les autorités internes. Et voilà déjà que les deux ténors, les partis politiques d'opposition refusent de venir s'asseoir à la table. Il va falloir encore leur accorder 1 an pour aller convaincre ceux-là aussi, puisqu'il leur a fallu presque 1 an maintenant. Et même pendant les 1 an, ils n'ont même pas encore réussi à faire avec eux. Voilà. Quand j'entends ce genre de discours, ça veut dire qu'il est impossible de respecter les deadlines fixées pour les élections législatives et présidentielles, histoire de mettre fin à la période de transition. Et soyons un peu honnêtes. Les Maliens ont soif. Mais ils ont soif de sécurité. Sur le thème de sécurité, on s'entend. Mais le temps pour régler ce problème-là... Vous ne vous entendez pas? On ne s'entend pas, on ne peut pas s'entendre. On ne peut pas s'entendre. Ils ont soif également de la justice. Et ce ne sont pas les normes, ce ne sont pas les normes qui viendront. Ceux qui seront installés après les élections peuvent se pencher sur toutes ces questions à tête reposée. Ils peuvent se pencher sur les hommes, qui sont les autorités qui seront élus, peuvent se pencher sur toute la question de façon prioritaire à tête reposée. Ils peuvent organiser une assise, avoir l'approbation de tout le peuple, un référendum, écouter tout le monde. Ça, c'est les agissements de ceux qui sont au pouvoir, ça. Ce n'est pas des rôles affectés à une période de transition. Une période de transition, c'est pour régler un problème ponctuel. Et le postulat est clair et bien défini. Faire organiser les élections, rendre le pouvoir aux civils. Maintenant, si vous, en tant que militaire, vous tergiversez si tant,
pour apaiser les groupes armés et autres, là, alors que vous êtes les personnes idoines, les personnes indiquées même pour régler ce problème-là. Qu'est-ce que vous voulez alors faire alors avec la République? Quelle gestion, quel plan? Ça veut dire qu'on improvise un coup d'État et on vient et les réalités du pouvoir vous obligent à commencer par trouver des mots pour proroger ou pour glisser ou pour continuer une transition. Une transition, 2 ans. 1 an et demi, 2 ans? Non, on n'est pas à mettre du temps que je dis, c'est extrêmement important. Voilà. L'homme est fondamentalement limité et il faut apprendre à respecter les postulats de départ. C'est important. Ok. À la décharge de Souleymane Amzat, il n'a pas toujours été pour le colonel Assimi Goïta. On a eu à faire des débats où la vision du régime actuel n'était pas forcément celle de Souleymane Amzat. Je vous pose la question, comment Choguel Maïga peut aujourd'hui convaincre la classe politique malienne, lui, jadis de l'opposition, on va dire parmi les têtes de pont du mouvement de juin, le mouvement du 5 juin, si je ne m'abuse, qui a amené donc IBK à quitter le pouvoir par l'entremise et le truchement des militaires, aujourd'hui aux affaires, dans l'envie de s'installer forcément. Il y a un autre personnage politique qui semble quelque peu en retrait, mais qui continue de mobiliser au sein des siens. Je veux parler de l'imam Mahmoud Diko. On l'a vu, qui mobilise au sein de la communauté musulmane, au sein des imams. Quel agenda pour Mahmoud Diko aujourd'hui, dans les prochains jours, les prochaines semaines, les prochains mois? Bon, moi, je voudrais beaucoup plus me cantonner sur la réussite de cette transition-là. Vous vous souvenez, lors d'une de nos émissions, juste après le premier coup d'État, j'avais même préconisé que l'imam Diko prenne, n'est-ce pas, la direction de la primature. Aller à la primature ou au sommet de l'État, c'est se faire entourer de cadres valables, de technocrates capables de vous conduire vers les objectifs que vous vous êtes fixés. Et je voudrais relancer le débat en cela que il ne suffit pas d'avoir un doctorat ou d'être allé à l'école pour être un bon dirigeant. On peut avoir tous les doctorats sur mon terrain, être un cancre politique. N'est-ce pas? L'école ne fait pas l'État du bon point de vue, parce que nos arrière-parents, les grands rois qui succédaient sur l'Afrique, qui ont conduit l'Afrique avec une brillantissime méthode de gouvernance, n'avaient ni doctorat, ils ne savaient même pas ce que c'était le bac. Ça n'existait pas. Donc ne venez pas me chanter que l'école fait l'État. Pour revenir à la transition, je pense que le problème, ministre Choguel Maïga, devait se cantonner à l'essentiel. Il ne faut pas aller traverser dans des réformes qui n'existent pas. Je ne suis pas partisan des réformes qui prennent du temps. Ils sont là du moins pour un laps de temps qui devait normalement conduire à remettre le pays sur les rails. Remettre le pays sur les rails, pour moi, c'est quoi? Participer, faire d'abord, créer un consensus pour que tous les Maliens se retrouvent, d'une part. D'autre part, faire en sorte que la quiétude revienne, que tous les groupes armés, qu'on aille vers, n'est-ce pas, un désarmement total, n'est-ce pas, et que les zones qui ont été occupées, et d'autres, parmi lesquelles Kidal, et du fait de la France qui empêche les Maliens d'y rentrer, n'est-ce pas, que ces zones-là soient recouvrées du point de vue de l'administration et que l'autorité de l'État soit pleinement exercée. De trois, revoir le fichier électoral, la loi électorale, remettre sur pied toutes les circonscriptions électorales permettant d'aller vers des élections crédibles. Trouver les moyens ensuite, les moyens financiers en particulier, puisque c'est de ça qu'il s'agit. Je dois vous donner ici encore un exemple patent avec le président Kabila qui, en son temps, a fait proroger sa transition parce qu'il refusait que la communauté internationale ne vienne, n'est-ce pas, subventionner les élections au Congo. Il a fait avec maestria, il a fait avec beaucoup de rigueur, avec beaucoup d'autorité. Et cela a été un exemple qui nous est resté et qu'il faille que les autorités maliennes, n'est-ce pas, empruntent. Maintenant, il faut aller dans le jeu des alliances aussi. Le jeu des alliances ne consiste pas qu'à signer. Le jeu des alliances ne consiste pas qu'à signer
des accords avec des pays comme la Russie, le Mali aussi pourrait demander, si tel est que la Russie est un bon partenaire, la Chine aussi, les moyens, n'est-ce pas, d'organiser ces élections-là sans pour autant tendre la main vers l'Occident. Donc on peut aller vite, mais il faut aller de manière conséquente et pragmatique sans se mettre dans les histoires de calendrier de 18 mois, la CEDEAO et tout le bordel que nous connaissons. Voilà qui est clair. Alors, allez-y. Non, il faut arrêter de donner au vent l'apparence de la solidité. C'est-à-dire il faut rester réel. Et tout ce qu'il a cité, ça c'est du connu, c'est ce qui relève de la pratique et de la res publica. Mais là où je suis d'accord avec lui, c'est qu'il estime que même s'il faut glisser, il ne faut pas aller, et il ne faut pas faire un glissement qui puisse... éternel. Et il tient pour 2022, c'est un consensus au moins de vous deux. Il tient pour 2022, juste ce que lui ne veut pas février, il veut 9 mois en plus. Or, 9 mois, février plus 9 mois. Ça fait quasiment octobre. On espère qu'il aura les résultats escomptés, puisque je le vois dans sa peau de militaire. C'est un militaire avant tout. Donc il ne veut pas fâcher ses pairs et donc il les soutient mordicus. Mais qu'il retienne que tout ce que veut le peuple, si on devait assimiler le peuple à un bœuf, tout ce qu'il veut le peuple, c'est un aiguillon, un joug et du foin. Et pour donner ça au peuple, on n'a pas besoin de beaucoup de temps pour atteindre cet objectif salvateur. Et donc, qu'il y en a vu des gens munis d'un doctorat, comme il est dit, et d'une agrégation, tout ça là, mais de piètres politiciens. Mais on a vu effectivement aussi des cancres, des gens qui ne sont pas allés à l'école ou des gens qui sont devenus suffisamment intelligents au sommet de l'État et qui sont de piètres politiciens. C'est-à-dire, ce que nous retenons ici, c'est que choisir de faire la politique, c'est se mettre dans la peau d'un serviteur, faire preuve d'humilité et donner au peuple le maximum et non aller à une prévarication de l'État et tenter de privilégier et de priver l'État pour pouvoir sauvegarder ses intérêts personnels. Et donc, ce sont ces gens de politique que nous dénonçons. Et quand le début de tout mal, c'est de faire le contraire de ce que l'on a dit au départ. C'est extrêmement important. Voilà. L'origine de tout mal, c'est de faire le contraire de ce que l'on a dit au départ. Parce qu'on devient spontanément intelligent à trouver les raisons pour justifier qu'il faut continuer, qu'il faut proroger. Mais lorsque cela aussi appelle un autre mal, on n'a plus les moyens pour pouvoir, encadrer. Voilà qui est clair. Alors, sur le Mamzat, votre mot de fin, environ 30 secondes. Je voudrais terminer en demandant aux autorités maliennes, n'est-ce pas, de garder le cap. Qu'ils gardent le cap de manière ferme. La sécurité reste à tout point de vue, à tout égard, la priorité du peuple malien aujourd'hui. Pouvoir circuler, aller de l'est à l'ouest, en toute quiétude, sans sauter sur une mine ou faire l'objet d'une attaque. Le deuxième point, c'est qu'il va falloir qu'ils y pensent et sérieusement, parce que nous les avons à l'œil, à une transition, n'est-ce pas, dans un cadre réglementaire. Réglementaire, c'est-à-dire aller vers un consensus, organiser les assises nationales telles qu'ils le disent, surtout rechercher les moyens financiers leur permettant d'organiser ces élections-là. S'il faut aller du côté de la Russie ou de la Chine, qui n'hésitent pas à y aller, leur sous-sol, les regorge de minerais à ne pas en finir. Donc, le peuple malien, le gouvernement malien en place aujourd'hui a la possibilité, n'est-ce pas, de conduire cette transition dans les règles de l'art. Et c'est notre souhait. Plaise à Dieu que le Mali rebondisse de ses cendres. Voilà, que le Mali renaisse de ses cendres, c'est le souhait à tous dans cette émission. On vous aura compris, vous êtes sur le Mamzat, consultant en problématique du terrorisme, spécialiste des questions de protection et de sécurité. Face à vous aujourd'hui, Hilaire Kofidia, juriste, analyste politique. Merci de nous avoir suivis. À bientôt pour notre numéro de Angle de Vue. D'ici là, portez-vous bien.